et Lumière, le magazine de science d'ici Radio-Canada Première. Donc, cette deuxième heure est entièrement consacrée au Bar des Sciences Radio-Canada Québec Science, enregistré plus tôt cette semaine. Bar des Sciences consacré à un sujet toujours d'actualité, souvent même d'une brûlante actualité, comme nous l'ont encore rappelé les événements récents. Et ce sujet, c'est le terrorisme. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition du Bar des Sciences Radio-Canada Québec Science. Nous sommes le mercredi 20 avril et nous sommes accueillis, comme d'habitude, je dirais, par nos amis du bar, le Barouf, sur la rue Saint-Denis à Montréal. On les remercie pour leur accueil, on les remercie chaleureusement. Merci le Barouf. Merci beaucoup. Effectivement, très fidèle au Bar des Sciences. Merci aussi à nos partenaires du Consulat général de France, grâce à qui nous recevons l'une des personnes ressources de ce bar. On va vous la présenter dans 2 secondes et demie. Ce bar qui porte donc sur ce qui semble une guerre sans fin, le terrorisme. Alors pourquoi un bar des sciences sur le terrorisme? Eh bien parce que nous croyons qu'il est essentiel, face à la montée de ce péril, de comprendre, d'analyser en profondeur le phénomène, plutôt que de dire « moi je pense que » ou « je croirais que »,« me semble que ». Il y a des gens qui travaillent là-dessus de façon approfondie et on va les avoir ce soir. Parce que, effectivement, c'est important aussi de comprendre ce qui se passe dans la tête des personnes qui commettent des actes terroristes, des terroristes, comment ils en viennent à poser de tels actes, quitte à y laisser parfois leur vie. Alors, pour lancer les discussions de ce bar, et je vais vous demander de les accueillir très chaleureusement, je vais vous présenter nos 3 personnes ressources. D'abord, Stéphane Berthommet, qui est analyste en affaires terroristes et sécurité, co-directeur de l'Observatoire sur la radicalisation à Montréal. Monsieur Berthommet, ici, on l'accueille. Ensuite, Aurélie Campana, titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les conflits et le terrorisme, c'est à l'Université Laval à Québec. Madame Campana, ici, on l'accueille. Et venue de Paris, Louisa Kies, du Centre d'analyse et d'intervention sociologique à l'École des hautes études en sciences sociales, donc à Paris. On l'accueille et là-bas. Madame Kies, bonjour. Merci d'avoir fait le voyage de Paris pour cet événement. Alors, on va commencer donc par un petit tour de table avec nos 3 personnes ressources. Je commencerai avec vous, tiens, Stéphane Berthommet. J'ai parlé de la montée du terrorisme, hein, un petit relevé. 3329 morts attribuables aux terroristes en 2000 dans le monde, 32 685 en 2014. Il y a vraiment montée de ce phénomène. Alors, Stéphane Berthommet, comment parler du terrorisme, de cette montée du terrorisme? Comment définir presque le terrorisme? Parce que ça prend toutes sortes de figures, hein, entre les attentats du 11 septembre et puis l'attentat de Saint-Jean-sur-Richelieu près de Montréal. Il y a quand même des grandes différences. On a l'impression qu'on a affaire à quelque chose de très, très varié, multiforme. Oui, déjà, effectivement, vous citez des dates qui sont des références pour nous, mais qui n'en sont pas pour tout le monde, oui, puisqu'il y a beaucoup d'événements qui sont liés au terrorisme. Et vous voyez, un point intéressant, on parle déjà des morts, du nombre de morts dus au terrorisme, mais là, vous parlez des attentats. Et on ne parle pas des morts qui sont au quotidien dus à l'action des organisations terroristes dans des pays où elles exercent leur autorité, comme Daesh en ce moment. Il y a des dizaines de milliers de morts qui sont le fait des organisations sur place, pas dans le cadre des attentats, mais de leurs actions quotidiennes ou de leurs exactions quotidiennes. Juste un point pour peut-être poser la situation. En pensant à l'émission, j'essayais d'imaginer pourquoi le terrorisme était, selon le titre de l'émission, une guerre sans fin, et d'où venait le terrorisme. Ça, tout le monde le sait, on aura l'occasion peut-être d'en reparler. Mais simplement, je me souvenais d'un glissement de ce qu'était le terrorisme il y a une quarantaine d'années, qui était le fait d'organisations très structurées, d'États, très souvent, de groupes qui étaient très organisés, vers finalement une activité qui s'est transférée dans le champ social, dans le champ de la société. Et c'est peut-être ça, à mon avis, qui caractérise le phénomène nouveau. Ouais. Le phénomène nouveau et le danger nouveau que représente le terrorisme. C'est le transfert d'un phénomène qu'on a entretenu, auquel on a participé. Vous savez, beaucoup de pays dont on va parler dans l'heure qui vient ont été des acteurs du terrorisme eux-mêmes selon différentes formes, mais on a basculé aujourd'hui vers une forme beaucoup plus sociale de terrorisme et à mon avis, c'est en ça que c'est intéressant. Et c'est pour ça qu'il est différent, le terrorisme, aujourd'hui d'il y a 20 ou 30 ans. L'époque des détournements d'avions, par exemple, etc., c'est autre chose aujourd'hui, hein.
oui, l'époque des organisations politiques, des organisations politico-religieuses. On parle du conflit israélo-palestinien, mais on parle de toutes sortes d'actes qui ont été commis par des organisations qui ont été soutenues par des pays occidentaux aussi. Vous savez, les États-Unis, la France, d'autres pays ont mené des actions par l'intermédiaire de leurs services secrets ou de groupuscules qui soutenaient, qui pouvaient très bien être assimilés à du terrorisme. On continue notre premier tour de table avec Aurélie Campana. Donc, comment définir ce terrorisme, comment le voir aujourd'hui, peut-être dans son évolution, Madame Campana? Je suis assez d'accord avec Stéphane quand il dit que le terrorisme a énormément évolué. Oui, c'est vrai, il prend une forme aujourd'hui qu'il n'avait pas peut-être il y a 30 ans. Mais je pense qu'il ne faut pas penser les phénomènes de terrorisme uniquement en termes de rupture. Il y a énormément de continuité avec ce qu'on pouvait observer il y a 20 ou 30 ans. La transnationalisation, est quelque chose qui existait déjà dans les années 70. Simplement, elle a pris une ampleur tout à fait nouvelle aujourd'hui, en particulier à cause des moyens technologiques qu'utilisent ces groupes Internet, entre autres, mais également les mouvements de population ou les mouvements de biens. Ce que j'aimerais aussi peut-être dire, c'est que votre titre, le terrorisme, une guerre sans fin. Moi, je prendrais un petit peu le contre-pied de ce titre en disant, oui, on ne fait pas la guerre au terrorisme, parce que le terrorisme, c'est un moyen d'action, c'est une stratégie, c'est une tactique. On fait la guerre, à la limite, à des groupes terroristes. Mais attention à ne pas penser le terrorisme uniquement comme un moyen d'action qui est utilisé dans un contexte de guerre, puisque le terrorisme, et c'est bien là la difficulté qu'on a à le définir, il est également utilisé en temps de paix dans des États qui sont régis par des régimes démocratiques, dans des États qui sont régis par des régimes autoritaires. Donc on est face à une forme... Par exemple semi-autoritaire ou autoritaire. Oui. La Russie, par exemple, est un État aujourd'hui qu'on pourrait qualifier de semi-autoritaire, et la Russie a connu, au cours de ces dernières années, plusieurs attentats terroristes particulièrement sanglants à Moscou ou au Nord-Caucase. Donc le terrorisme, il a évolué, je suis d'accord, mais il a toujours été multiforme, et c'est une forme de violence politique qui ne cesse d'évoluer avec le temps. On continue alors, Madame Kies, Ouisa Kies, donc votre première remarque là, donc, sur le terrorisme, ce que c'est, comment on le voit, comment on peut l'envisager, comment on peut l'étudier. Alors moi, j'ai beaucoup travaillé en France, en particulier en prison, donc j'ai pu rencontrer beaucoup de retours de Syrie, mais pas seulement, aussi des personnes condamnées pour terrorisme. Mais en général, ces personnes ne se considèrent pas du tout comme terroristes. Donc généralement, ce sont nous qui sommes effectivement victimes d'attentats, etc., qui les considérons comme terroristes. Ils me disent clairement que Bachar al-Assad, qui tue 200 000 Syriens, est un terroriste à leurs yeux. Donc je crois que la définition aussi du terme, moi je travaille beaucoup plus sur les trajectoires, donc sur le phénomène de radicalisation, c'est-à-dire l'utilisation de la violence et comment les sortir aussi de cette violence-là. C'est toute la complexité. Après, de dire est-ce que c'est une guerre sans fin, oui, j'espère que il va y avoir une fin. Maintenant, guerre, je suis d'accord tout à fait avec ma collègue qui est intervenue précédemment. Parler de guerre, c'est compliqué. Quand le gouvernement français, d'ailleurs, a parlé de guerre, ce sont des actes de guerre, c'est très compliqué puisque, du coup, c'est une déclaration de guerre. Et en guerre, ça veut dire qu'il y a aussi des ennemis. Chacun cherche et se fabrique un ennemi potentiel. Donc, je crois que le terme n'est pas forcément qu'est-ce qu'on devrait pertinent. utiliser comme terme? Parce que pour le public, ça ressemble à ça. On est en guerre, on nous a déclaré la guerre. Ils nous font la guerre. Ils nous font la guerre, non? Ils nous font la guerre, oui, c'est une possibilité. Alors, qui sont ces ils? Oui, c'est ça. Le phénomène récent depuis quand même une trentaine d'années, c'est que ce sont des enfants de la République. Je vais parler pour la France, mais je crois qu'au Canada, les derniers attentats, c'était aussi des Canadiens. Donc, ce sont quand même du coup du terrorisme de l'intérieur, c'est-à-dire des enfants de notre propre pays qui, à un moment donné, décident de passer à l'acte. Et je crois qu'il faut se poser vraiment, toute la société civile devrait se poser des questions. Comment des enfants, finalement, essaient de tuer finalement leurs propres compatriotes. C'est vraiment toute la nouveauté du phénomène. Et ce que j'ai pu constater là cette année en découvrant justement des retours de Syrie, c'est que on est aussi avec des personnes qui sont encore très engagées dans un discours tout à fait rationnel. Pour eux, c'est pas le mal qu'ils font, c'est vraiment le bien. C'est un combat politique, politico-religieux. Mais le phénomène nouveau, c'est que ça attire aussi des individus qui ne connaissent strictement rien ni à la politique ni à la religion. C'est autre chose qui les attire, notamment le phénomène de la violence qui finalement habite les sociétés modernes depuis très longtemps à travers les jeux vidéo, à travers ce qu'on peut voir à travers les médias aussi, les chaînes continues qui passent en boucle lorsqu'il y a eu l'affaire Mera à Paris, où ça a été filmé lors des attentats aussi de janvier 2015, les frères Koulibaly, Kouachi, Koulibaly, etc. Toutes ces scènes filmées, ça devient des héros certes négatifs, mais des héros pour une grande partie de la jeunesse, en tout cas française.
Donc une partie de ces jeunes-là qui se radicalisent, ce n'est pas nécessairement une radicalisation au sens je deviens, dans le cas présent, islamiste, etc. C'est je fais partie d'un groupe qui me permet d'exercer de la violence. Ça attire différents individus. Moi, le phénomène, ça fait une dizaine d'années que je travaille sur le processus de radicalisation. C'est pas quelque chose de nouveau, même si effectivement la crise syrienne, irakienne, et on oublie souvent aussi l'Afrique avec Boko Haram, etc. Oui. On parle beaucoup de la crise syrienne, a attiré énormément. C'est vrai que c'est un phénomène assez nouveau en termes d'ampleur, sauf que ça fait une vingtaine d'années qu'on voit dans les quartiers, maintenant dans les campagnes aussi en France, des individus qui sont dans un repli communautaire, certes n'utilisent pas la violence, mais c'est un phénomène très ancien. J'avais travaillé il y a une dizaine d'années sur le phénomène d'émigration religieuse de Français musulmans nés en France, beaucoup de convertis qui décidaient déjà, dès la fin des années 90, début des années 2000, de partir, fuir la France, considérant qu'être musulman en France n'était pas compatible justement pour eux. Donc c'est un phénomène beaucoup plus ancien et qu'on n'a pas voulu voir, et maintenant il est on voulait pas le voir tard. Parce qu'effectivement ça nous embêtait pas trop, effectivement. Je crois que beaucoup de chercheurs avaient vu en fait, sauf qu'à l'époque on n'en prenait pas compte. C'est pour ça qu'on pense que la recherche peut nous dire des choses. Stéphane Berthomé, vous vouliez dire quelque chose là? Oui, je voulais préciser, puisqu'on est dans un cadre où on réfléchit aux choses, qu'on réfléchisse aussi au sens des mots. On a parlé de guerre, et effectivement je rejoins ce qui a été dit. Moi je récuse totalement l'usage du mot guerre, parce que je pense qu'utiliser le mot guerre, c'est entrer dans la mythologie de nos adversaires, c'est leur donner du grain à moudre, c'est aller dans leur narration, c'est faire exactement l'erreur qu'ont fait les Américains, vous savez, avec Oussama Ben Laden. Puisqu'ils ne pouvaient pas l'attraper, il devait être insaisissable. Puisqu'on n'arrivait pas à l'abattre, il était un personnage clé du terrorisme mondial, le fantôme international du terrorisme, et on a finalement réussi à le glorifier au lieu d'abattre le message qui était celui qui a été mis en place par Al-Qaïda, qui était d'ailleurs repris dans les réseaux sociaux par Daesh. Mais un autre terme qui me gêne de plus en plus et dont je fais usage trop régulièrement à mon sens, c'est radicalisation. La radicalisation maintenant chapeaute un ensemble de choses et semble couvrir comme ça un ensemble d'éléments dont l'aspect religieux. Je crois qu'on doit s'interroger sur l'usage de ce terme-là parce que on est en face évidemment d'un phénomène protéiforme, multicausal, dans lequel il y a des trajectoires qui sont très différentes, mais la radicalisation n'a pas d'abord pour tout le monde le même sens et ensuite le même effet dans le processus. Moi, j'ai vu des jeunes qui se sont radicalisés, c'est-à-dire qu'ils sont devenus d'une certaine façon intégristes, non pas sur des idées religieuses, mais sur une façon de voir la société et qui ont habité leur radicalisation par la religion ensuite. J'en ai vu d'autres qui, il y a une quinzaine d'années, se sont radicalisés dans un cadre religieux, ce qui, à mon avis, de ce que je vois aujourd'hui, est de moins en moins le cas. Bref, je pense que le terme radicalisation, on doit maintenant l'isoler du processus qu'on veut décrire parce que il devient un peu un fourre-tout et là, ça devient dangereux. Mais encore une fois, je repose la même question. Par quoi on le remplace, ce terme-là? Madame Campana? C'est une bonne question. Je suis tout à fait d'accord avec Stéphane sur le fait que le terme de radicalisation est devenu complètement galvaudé aujourd'hui, qu'on l'a. En plus de ça, les chercheurs eux-mêmes ne mettent pas forcément la même définition sous ce terme-là. Et la grande question qui anime la communauté de chercheurs, c'est de savoir s'il faut parler uniquement de radicalisation des idées ou si la radicalisation mène systématiquement à la violence. Autrement dit, est-ce qu'on doit faire une distinction entre radicalisation cognitive et radicalisation en action qui concrétiserait le passage à la violence? Et là, il y a des débats sans fin qui animent la communauté de chercheurs, anglophones, francophones, particulièrement la communauté anglophone, tant et si bien que certains chercheurs ont décidé d'évacuer complètement ce terme de radicalisation. On parle de quoi? Alors, on parle d'engagement radical. Alors, vous allez me dire, c'est quasiment la même chose. Oui et non, dans le sens où ce terme ou cette expression d'engagement radical est peut-être un petit peu moins connotée, car comme l'a très justement dit Stéphane Berthomé tout à l'heure, aujourd'hui, radicalisation est devenue synonyme de terrorisme. Or, il me semble que ces deux termes ne veulent pas forcément dire la même chose. Et j'aimerais, si vous me le permettrez, rebondir sur quelque chose qui a été dit tout à l'heure. Ma collègue parlait de terrorisme d'intérieur. Vous parliez de multitude des formes que prennent le terrorisme.
le terrorisme a toujours pris de multiples formes. Et aujourd'hui, quand on pense au terrorisme, on a tendance à penser au terrorisme djihadiste. Mais n'oublions pas des mouvances d'extrême droite, d'extrême gauche, des mouvances nationalistes qui peuvent également produire une forme de violence politique assimilable à du terrorisme. Si on prend les dernières statistiques d'Europol, en 2011 et en 2012, en Europe, il y a eu, me semble-t-il, si ma mémoire est bonne, 175 attentats terroristes en Europe en 2011, 0 attentats djihadistes ou attribuables à des groupes djihadistes. Certains ont été déjoués, mais 0. En 2012, 214 attentats en Europe, 6 attentats imputables à des groupes djihadistes. Les autres types de violences politiques étaient plutôt imputables à des groupes nationalistes. Donc on a tendance aussi à grossir un petit peu le miroir et à faire cette équation terrorisme égale djihadisme. Et on exceptionnalise, ce faisant, cette forme de terrorisme en oubliant que d'autres types d'idéologies peuvent produire de la violence politique. Je savais que les médias allaient être encore sur la sellette. C'est pas ce que j'ai dit. Pas loin. Alors on continue, Madame Kies, vous vouliez continuer là-dessus, parce que c'est vous qui avez employé le terme radicalisation. Que vos collègues contestent. Qu'est-ce qui se passe? Oui, pourquoi pas, c'est le débat, mais il y a tellement urgence aujourd'hui que je ne sais pas si... Alors il y a de grands chercheurs, grands professeurs, même en France, qui se font clairement la guerre à travers les médias et de tribunes interposées, enfin bon bref, sur est-ce qu'on parle de djihadisme, de radicalisation, etc. Alors, ce qui m'étonne, c'est que lorsqu'on parle de radicalisme lié à l'islam, on a du mal, en fait, à utiliser ce terme-là. En revanche, concernant d'autres mouvances radicales, je pense notamment aux Basques que j'ai pu rencontrer ces dernières années en prison, donc les indépendantistes, ce sont on les appelle bien les radicaux basques, c'est-à-dire c'est effectivement imposé par la force une vision politique et l'utilisation de la violence. Donc, ça ne pose pas de problème. On parle aussi de radicaux corses, etc. Mais dès lors que c'est lié à une religion et à tout ce qui cela implique, c'est-à-dire notamment à l'islam, ça pose problème au nom de l'amalgame ou de ne pas faire d'amalgame. Donc, moi, clairement, je parle de radicaux islamistes. Je le dis comme tel. Même ceux qui ne maîtrisent absolument pas du tout forcément la théologie et qui n'ont pas vraiment conscience de leur engagement religieux, parce qu'ils le font quand même au nom de l'islam. Donc moi, le terme me dérange pas du tout. Monsieur Berthomet, vous voulez continuer là-dessus? Pour rebondir sur le sujet, à partir de 96, moi, je travaillais dans la lutte antiterroriste en France, et jamais je n'ai entendu parler de radicalisation sur le terrorisme basque, le théâtre militaire. Je veux pas venir en contradiction avec ce qui a été dit, mais pour dire que jamais ça n'était dans le débat. J'ai participé à des dizaines et dizaines d'arrestations. On vous citait tout à l'heure les chiffres des attentats en Europe, qui sont le fait essentiellement des autonomistes basques et corses. Les Corses, les Bretons, même pendant très longtemps, agitaient l'actualité avec des attentats qui ne faisaient pas de mort jusqu'à ce qu'ils en fassent un finalement, et d'autres organisations. Mais on ne parlait pas à cette époque-là de radicalisation en tant que processus. On pouvait parler d'individus radicaux. Évidemment, ce sont des individus radicaux. Mais moi, ce qui me gêne, c'est pas le terme radical, c'est le sens qu'on met sur radicalisation. Qu'est-ce que veut dire aujourd'hui ce processus? Est-ce qu'on parle d'un jeune qui fréquente des gens qui sont des religieux, qui vont lui insuffler une vision de cette religion extrêmement rigide et intolérante, et qui donc de ce fait va considérer qu'il est en guerre contre une partie de la société et donc qui va s'engager dans la violence pour mener cette guerre? Ou est-ce qu'on parle d'individus, et on faisait référence au débat qu'il y a entre deux politologues français, Keppel et Olivier Roy, pour les citer, parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas le faire, qui bataillent là-dessus, l'un disant que finalement c'est un mouvement social qui s'arrime à la question religieuse, et l'autre disant non, Keppel disant non, c'est le fruit d'une islamisation de la société et de certaines banlieues qui mène aujourd'hui des jeunes vers la violence. Bref, c'est certainement un peu des deux, mais non, moi ce qui me gêne, c'est qu'est-ce qu'on met sur le processus de radicalisation, et c'est là la problématique, c'est là je crois qu'on fait un fourre-tout avec ça, et finalement on comprend plus de quoi on parle. Madame, ici vous avez levé la main, voulez-vous vous présenter, madame, et poser votre question ou faire votre remarque? Oui, merci. Je m'appelle Awa Bokarli, je suis sociologue et chercheur associé à l'Institut d'études des femmes de l'Université d'Ottawa. Vous parlez justement à M. Berthomet, que j'ai souvent entendu à Radio-Canada, et avec qui je partage beaucoup les analyses que vous faites. Vous parlez justement de processus. Et on ne se pose pas la question de qu'est-ce qui peut mener. Parce que Madame disait tout à l'heure que ces gens qui font ces actes le font au nom de l'islam. Et j'ai entendu Madame Campana dire aussi
que parmi les jeunes qui se radicalisent, entre guillemets, ou en tout cas qui vont en Syrie faire la guerre, on a même trouvé des jeunes qui n'étaient pas musulmans, qui étaient chrétiens. Il y en a même des jeunes juifs. Donc ça veut dire que Madame Juanita Moroland disait à un moment donné, faites attention, écoutez la colère des jeunes. Moi, ce que je me dis aujourd'hui, est-ce que cette colère qui n'a pas été écoutée est devenue une rage et qui s'enveloppe justement de ce mouvement qu'on appelle djihadiste? Et je crois que ces jeunes qui travaillaient justement, qui agissaient au Moyen-Orient, où on a instauré une guerre en Irak, où on a humilié des populations, où on a tué beaucoup de gens, ou bien encore en Libye, ce que Madame Clinton disait, en attaquant Kadhafi, nous avons ouvert la boîte de Pandore. Et ça donne aujourd'hui ce que ça a donné, c'est-à-dire d'ouvrir un terrain pour le mouvement terroriste, entre guillemets. Est-ce qu'on ne devrait pas regarder les injustices dont vous avez souvent évoqué, M. Barthelemy, disant que c'est le terreau fertile de justement la radicalisation. On est effectivement dans les causes, effectivement. Madame Kies, vous vouliez répondre à ça? Madame Kies. Oui, merci pour l'intervention. Je trouve c'est très intéressant parce que en prison, en l'occurrence, j'ai souvent l'habitude d'organiser. Alors, c'est pas vraiment des bars à science, mais autour d'un café, mais en tout cas avec plusieurs détenus, sur des thématiques, des discussions avec des intervenants pour discuter avec eux tout à fait librement. Et ce que vous avez dit, vous n'êtes pas une personne condamnée pour radicalisation, me semble-t-il, mais c'est exactement ce qui revient. C'est-à-dire du fait des injustices dans le monde, etc. Et finalement, il faut accepter d'entendre aussi. Souvent, ces jeunes qui reviennent ou qui ont certains commis des attentats aussi, c'est pour eux, ils arrivent à trouver une explication. Pour ceux qui sont vraiment dans vraiment la théorie classique et rationnelle, arrivent à trouver des explications à leur combat. Et ils ont une vision souvent, malheureusement, juste de la société, du monde aussi, sur ce qui se passe par rapport aux conflits du passé, d'aujourd'hui. Mais c'est l'utilisation de la violence, c'est-à-dire que c'est très politique finalement leur engagement. Ils ne croient ni aux politiques, ni au militantisme associatif classique, et ils ne croient qu'en la violence pour se faire entendre. Et ça, c'est terrible. Alors qu'on a tendance à les dépeindre ou à les voir comme des monstres, comme des personnes embrigadées qui agissent comme des robots. C'est des gens qui sont des idéalistes, vous dites, finalement. Il y a différents profils, oui, mais c'est, même entre eux, ils le disent, être radical, finalement, c'est croire en une société juste et idéale, finalement, c'est ça. C'est vraiment l'utopie de la communauté où, finalement, toutes les injustices seront rompues. Madame dans la salle, vous vouliez poser une question, faire une remarque, vous vous présentez. Oui, je m'appelle Hélène Matteau. Je me dis, est-ce qu'on peut vraiment changer des choses sans trop culpabiliser? Je trouve qu'il y a tout un fond de culpabilisation là-dedans qui me fatigue bien gros. Culpabiliser qui? De quoi? Les Occidentaux se culpabilisent de pas avoir bien intégré leurs immigrés, c'est à cause des banlieues que les jeunes, ils ont pas été heureux, ils ont pas été bien intégrés, les Français les ont maltraités, donc ils se sont, etc. Il y a du vrai, mais qu'est-ce que les recherches disent là-dessus? Est-ce qu'on est coupable de ça, les Occidentaux? Oui, Stéphane Berthomé, vous voulez répondre à ça? Il y a personne qui parle de culpabilité. L'objectif de la recherche et de la compréhension d'un phénomène, c'est d'en analyser les causes et d'en chercher la source pour trouver éventuellement des solutions. Oui. Dire que certains jeunes, pour des raisons qui tiennent à la société, à l'intégration, à leur place au sein d'une culture ou à leur chance de réussite ou à d'autres phénomènes, adhèrent à un mouvement qui part de loin pour nous revenir, n'est pas du tout un signe de culpabilité. Moi, j'estime qu'il faut être capable de regarder son ennemi en face, c'est-à-dire de dire que il y a des organisations criminelles qui cherchent à nous détruire et qu'il faut les combattre. Je ne parle pas de leur faire la guerre dans le sens de la guerre, mais les combattre avec des moyens peut-être militaires. Et donc il y a ces organisations-là qui cherchent à nous détruire et il faut les combattre sur le théâtre de leurs actions. Ça ne veut pas dire qu'on se culpabilise, ça veut dire qu'on se regarde en face et qu'on cherche les bonnes solutions à ça. Merci. Dans la salle, Madame ici, vous vous présentez? Hélène Lagacé. Deux petites choses.
Je vais relater un souvenir pour faire le lien un petit peu avec ce qui a été dit sur la question des injustices. Je me retrouvais en Amérique centrale à un moment donné où il y avait un débat sur les questions d'injustice ou d'inégalité sur les politiques agricoles nord-sud. Et je me rappelle d'un intervenant qui avait dit combien de temps on va assister au banquet dans les rapports nord-sud en recevant les miettes. Combien de temps on va regarder le banquet? Et parfois, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, c'est rôle-pompon, le banquet. De façon générale, quand on parle des inégalités qui s'accroissent et tout ça. La question, moi, que je pose, et c'est le deuxième point, c'est qu'est-ce qui fait que, face à une situation qui devient de plus en plus exaspérante, le discours radical de l'islam crée cet attrait-là? Alors, face à ce banquet-là, pourquoi cette voie-là? Oui, Madame Campana? Le discours islamiste radical attire, mais comme l'a souligné ma collègue tout à l'heure, l'adhésion à des croyances religieuses n'est pas un prérequis des processus de radicalisation. Et ce que l'on observe beaucoup, particulièrement ici au Canada, il y a peut-être une petite différence là avec la France, c'est que les jeunes qui se radicalisent, qui tentent de rejoindre ou qui rejoignent effectivement la Syrie et l'Irak, n'ont pas forcément adhéré a priori à des croyances religieuses. Ils recherchent plutôt le sens de l'aventure, ils valorisent la violence, il y a une espèce de fascination pour la violence. Et ça, on le voit chez les jeunes radicalisés islamistes, djihadistes, mais également à l'extrême droite et bien souvent à l'extrême gauche violente. Il y a également un désir de réappropriation de soi en se lançant dans une aventure qui va leur permettre, du moins c'est ce qu'ils disent, de se redécouvrir ou de découvrir leur identité. Ajouter à ça l'embrigadement. Alors, j'emploierais peut-être pas ce terme d'embrigadement, mais en tout cas, l'insertion dans une communauté ou l'impression d'être inséré dans une communauté beaucoup plus large. Et souvent, on qualifie ces jeunes qui se radicalisent, du moins au Canada, de loups solitaires. Mais ils sont pas solitaires. Ils appartiennent à des petits réseaux très localisés qui trouvent résonance sur Internet. Et la dynamique de groupe, la pression du groupe fait en sorte qu'ils finissent par décider de partir ou du moins par tenter de quitter le sol canadien. Madame Kies, vous vouliez continuer là-dessus? Oui, je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Effectivement, il y a différents profils et en sachant que sur le processus, là je vais parler de processus de radicalisation, en dehors de ce qui se passe en Syrie, de ce qui s'est passé au Mali ces dernières années, Boko Haram, etc. Depuis 20 ans, en tout cas en France, je ne connais pas trop le Canada, depuis plus d'une vingtaine d'années en France, on voit justement des jeunes, alors là, pour répondre à la question précédente d'une autre personne, comment des jeunes, des enfants nés en Occident, des Français en l'occurrence, ou des Canadiens, décident de suivre une vision radicale, rigoriste de l'islam. Là, je pense plus à ce qu'on appelle les salafistes dits piétistes. On en a une estimation entre 15 000 et 20 000 en France, donc j'espère que ce ne sont pas des potentiels terroristes. Simplement sinon, pour nos auditeurs, salafistes piétistes. C'est un retour aux pratiques, aux faits et gestes du prophète, etc. Une pratique rigoriste, on va dire fondamentaliste. Voilà. Donc il y a les salafistes piétistes, les salafistes politiques, les salafistes djihadistes, là pour le coup qui utilisent la violence. La grande majorité de ceux qu'on retrouve en France n'utilisent pas la violence. Ce sont des piétistes, repli communautaire, évitent de vivre avec les autres, etc. Et ça fait 20 ans qu'on voit dans les quartiers, maintenant dans les campagnes. Au départ, c'était essentiellement des jeunes issus de l'immigration qui vivaient dans les quartiers, etc. Et puis on a vu que ça pouvait attirer aussi d'autres jeunes. Ça leur permettait aussi de se réinsérer. N'oublions pas que la religion, pour beaucoup, ça leur a permis de se réinsérer à une société à laquelle ils ne participaient plus. Donc il n'y avait pas qu'un défaut dans cette pratique rigoriste. Et c'était vraiment pouvoir avoir un cadre aussi. Le côté spirituel n'est pas forcément très présent. Et c'était le licite, l'illicite, un peu la vision binaire du bien, du mal qu'on peut retrouver aussi avec les djihadistes. Donc c'est un phénomène très ancien. En revanche, je ne suis pas d'accord avec vous, madame, l'intervenante de tout à l'heure, en disant, voilà, est-ce que ces enfants n'ont pas été intégrés, suffisamment intégrés, on culpabilise les sociétés occidentales. Il faut savoir que selon les chiffres du ministère de l'Intérieur français, il y a plus d'un quart quand même qui sont des jeunes convertis, c'est-à-dire qui ne viennent pas, qui ne sont pas forcément issus de l'immigration maghrébine, subsaharienne, etc., qui viennent de familles athées ou bien catholiques et qui partent. Alors, l'islam aujourd'hui attire différentes personnes, pas uniquement le côté religion, ça peut être l'anti-impérialisme. Moi, j'y crois beaucoup, vraiment des retours de Syrie, de certains qui sont partis
partie. C'est pour eux un combat juste, c'est l'Occident qui opprime le monde arabo-musulman et on doit défendre. Pour eux, c'est un combat juste. Il y a aussi des individus qui sont perturbés psychologiquement, qui sont attirés, mais il n'y a pas que ça. Il y a des individus tout à fait qui pensent très bien, des universitaires, beaucoup d'universitaires, et qui ont une vision du monde. Voilà, pour eux, il faut aller combattre. Il y a un peu de... Vous dites que vous travaillez en prison depuis 10 ans. Vous avez rencontré donc beaucoup de ces personnes. Une idée d'un ordre de grandeur, des dizaines. Depuis 2008, j'interviens en prison, donc j'ai vu un peu différents radicaux, on va dire. Oui. Mais le phénomène nouveau, c'est cette année, c'est les retours de Syrie, ce que je n'avais jamais vu avant. Et là, j'ai découvert effectivement ceux qui partent du jour au lendemain, attirés par la violence, par aussi les jeux vidéo ont joué un rôle extrêmement important. Et retour de Syrie, c'est parce qu'ils ont... Alors, retour des Syries en France, il y en a à peu près. Ils ont été déçus, ils ont été chassés, ils ont fui. Il y a de tout, et c'est la complexité du phénomène en France, puisqu'il y a 250 personnes en mandat de dépôt, c'est-à-dire qui attendent leur jugement en prison pour association de malfaiteurs en vue de commettre un acte terroriste, c'est-à-dire dès lors qu'ils reviennent de Syrie, la grande majorité sont mis en prison, notamment les hommes. Sauf que la diversité des profils fait que ça peut être contre-productif de les concentrer dans des maisons d'arrêt où on sait très bien qu'en France, il y a une surpopulation carcérale, où ils attendent leur jugement pendant 2 ans, voire 3 ans. Voilà la situation. Il y a différents profils. Évidemment, il y a des déçus. Il y a des salafistes dits piétistes, justement, qui espéraient cette terre musulmane, l'utopie de la communauté musulmane. Et c'est pas ce qu'ils ont vu là-bas. Et voilà. Donc, ils y sont restés 3 semaines et ils reviennent déçus. Il y a en revanche des individus qui reviennent, qui peuvent effectivement être un danger pour nous, qui reviennent certainement pour commettre des attentats. Et puis, il y a des gens qui reviennent convaincus, tout à fait convaincus que c'était un combat juste. Il y avait quelqu'un ici qui voulait poser une question, monsieur? Moi, c'est Alexandre Chevrier-Pelletier, politologue et chercheur à l'Observatoire sur la radicalisation. Ma question est savoir si, admettons qu'on peut seulement mener la guerre contre un État, est-ce que vous, les experts, vous croyez qu'on peut mener la guerre contre l'État islamique, considéré non comme un État par la communauté internationale, mais considéré comme un État par son terme? Autoproclamé État. Autoproclamé, oui. Qui veut répondre à ça? On a lancé Stéphane Berthomé. Oui, on le sait très bien. On n'est pas dans une guerre. On n'est pas dans une guerre parce que la guerre, effectivement, appartient à un registre juridique particulier. Moi, je pense qu'il y a un autre danger à cette sémantique guerrière. Et on l'a vu avec les Américains, c'est de donner à nos adversaires un niveau qu'ils n'ont pas. C'est de leur reconnaître un statut qu'ils cherchent à obtenir, justement. Et la question rejoint une réflexion que je voulais faire juste avant. On est dans une situation où dès qu'on entend le mot terrorisme, on est comme des lapins au milieu de l'autoroute avec les yeux écarquillés à arrêter de penser et à commencer à avoir peur. Alors, je pense qu'il faut qu'on revoie justement et qu'on mette à plat la vision qu'on a du phénomène criminel qu'est le terrorisme. Parce que le terrorisme est un phénomène criminel, comme l'est celui des gangs, comme le sont ceux des réseaux de traite des êtres humains, par exemple. Et on n'a pas arrêté les phénomènes de gangs jusqu'à aujourd'hui, que je sache. On n'a pas arrêté le trafic de drogue jusqu'à aujourd'hui, que je sache. Donc il ne faut pas espérer non plus qu'on va arriver du jour au lendemain à mettre fin à ce phénomène criminel-là. Si on le pense comme un phénomène criminel normal, c'est-à-dire qu'on se sort de la tête cette petite lumière rouge qui nous fait peur, on va le regarder très différemment et on va regarder les gens qui s'insèrent dans ces schémas-là de façon très différente. Par exemple, ce qui était dit là précédemment sur les prisons est très intéressant. Tous les pays, ou pratiquement tous, à une très rare exception, qui reçoivent des jeunes gens qui sont partis à l'étranger pour, entre guillemets, faire le djihad. Qu'ils aient fait le djihad, qu'ils aient jeté une pierre, une grenade ou tiré sur qui que ce soit, ou qu'ils n'aient rien fait du tout, ils reviennent et ils sont incarcérés. On a ici au Canada des gens qui ont assassiné 27 personnes de sang-froid, qui sont des assassins professionnels, qui collaborent avec la police, qui font une dizaine d'années de prison, qui servent la justice et qui reçoivent 2 millions de dollars pour leur collaboration. Je peux vous donner des noms. Je vois des gens qui ont les yeux écarquillés. Il y a des noms. Ces gens-là, on en fait des collaborateurs de la justice. Pourquoi? Parce qu'on se dit que c'est notre intérêt que de les avoir de notre bord. Mais jusqu'à aujourd'hui, tous les jeunes qui sont de près ou de loin mêlés à ces organisations terroristes, on refuse de les utiliser et d'essayer de négocier avec certains des solutions dans lesquelles ils nous aideraient à lutter contre le phénomène. Monsieur ici, vous voulez... Non, pardon, vous voulez demander une bière, vous, hein, c'est ça?
C'est une bonne chose. Monsieur, ici, vous vous présentez. Oui, Raphaël Crevier, je suis chargé de cours en sciences politiques à l'UQAM, mais dans un domaine qui n'a rien à voir avec le terrorisme. Malgré que je suis universitaire, je vais essayer d'être court. Moi, il y a quelque chose qui me fascine, c'est que quand on parle de terrorisme, dans temps de crise, les autorités publiques résistent à la science, résistent aux sciences sociales. Je pense ici au Canada, en 2014, à une réponse de Justin Trudeau, à une question de Justin Trudeau, premier ministre du Canada de l'époque, Stephen Harper, qui répond « It's not a time to commit sociology ». C'est pas le temps de commettre de la sociologie comme si c'était un crime. Moi, ce que j'aimerais entendre les panélistes, parce que je le vis aussi en tant que politologue, comment est-ce que vous expliquez que des autorités publiques résistent comme ça aux sciences sociales? Résistent à la science. Hein, je veux juste souligner que votre justification de pourquoi on parle de terrorisme à Radio-Canada, une émission scientifique, est un peu parlante de cette résistance à la science sociale en particulier. Madame Campana, vous voulez répondre à ça? Pourquoi la société, les politiques en général, hein, c'est ça? Pourquoi les politiciens résistent à la science? Je vais tenter de répondre à ça. Oui. Les politiciens résistent peut-être à la science, mais il y a quand même des fonctionnaires qui nous écoutent. Maintenant, les États sont, pour la plupart, placés dans une posture réactive, avec un sentiment d'urgence. Les États ont beaucoup de mal à anticiper les attentats terroristes, et quand l'attentat survient, il faut y répondre dans l'urgence, et on a vu ce que ça peut donner en France avec déclaration de l'état d'urgence, un certain nombre de dérives qui sont bel et bien documentées. Alors, on se parle. Mais effectivement, ce qu'on a à dire aux politiciens est souvent mal reçu, dans le sens où, quand on leur dit il n'y a pas un profil de personnes radicalisées, mais il y a plusieurs trajectoires, et on n'est pas capable de vous dire si demain matin un tel ou un tel ou un tel va passer à la violence, c'est un discours qui est forcément pas entendable pour le politicien qui, lui... des choses simples et claires. Oui. C'est pas simple, c'est pas clair. Un politicien d'un pays que je ne nommerai pas m'a dit il y a quelques semaines, finalement les chercheurs, vous avez tous le même discours, vous n'êtes pas capable de nous fournir un algorithme qui va nous permettre d'identifier celui qui va avoir des idées radicales et passer à la violence, comparativement à celui qui a des idées radicales et qui ne passera jamais à la violence. Donc en fait, la science ne sert à rien. Alors on parle de différence, d'évolution, et je voudrais poser une question à Madame Campana justement. La différence entre le terrorisme et les terroristes de 1995-2000 et ceux d'aujourd'hui, est-ce que c'est pas l'accès à Internet? C'est assurément l'une des différences. Il y en a certainement d'autres. Mais la vitesse à laquelle circule l'information, l'appropriation que tout un chacun peut se faire de cette information, qui n'est pas toujours vérifiée d'ailleurs, il y a énormément de choses qui circulent sur Internet, a très certainement changé les dynamiques de radicalisation, employons ce terme à défaut d'autre chose pour l'instant. Mais ça change la nature du terrorisme, vous pensez? C'est un rôle majeur dans ce qui se passe autant qu'on le dit? Je ne sais pas si on peut dire que ça change la nature. Par contre, il y a des recherches qui sont en train d'être menées qui montrent très bien qu'il y a une imitation d'un groupe à l'autre. Et ça, je l'ai entendu de la part en Afghanistan, de talibans qui nous disaient, ça, on l'a appris des Tchétchènes. Alors, je posais la question, m'intéressant beaucoup à la Tchétchénie. Des Tchétchènes sont venus en Afghanistan, vous avez été en Tchétchénie? Non, on les a vus faire sur Internet, sur les vidéos, ils ont fait comme ça, donc on a reproduit la chose. Il y a aussi un facteur émulation. Et ça, on peut le voir dans la concurrence indirecte que se livrent l'État islamique et Al-Qaïda au Maghreb islamique par attentats interposés. C'est à l'organisation qualifiée de terroriste qui va le faire plus parler d'elle dans les médias aujourd'hui. Il y a une spectacularisation. Il y a toujours, le terrorisme a toujours été une forme de théâtralisation de la violence. On met en scène la violence en choisissant sa cible. Et aujourd'hui, ce qui fait peut-être la spécificité du terrorisme contemporain, c'est que la plupart du temps, les attentats sont filmés en direct par des caméras de surveillance, par des individus qui vont être sur place au moment T, qui vont sortir leur téléphone et filmer l'attentat qui vient de se produire en direct. Donc on a un sentiment d'immédiateté. On est tous touchés par ces images que l'on peut voir qui vont défiler en boucle sur Internet, sur les chaînes d'information continue. Madame, ici, vous vous présentez. Bonjour, Chantal Côté. Je travaille dans une école secondaire et on a des très multiethniques. On a eu nos anciens élèves qui sont partis avec la gang du Collège Maisonneuve. C'est sûr que c'était des gens d'origine arabe, mais quand même. Ma question à moi, suite à ce que Madame disait quand on parlait des médias sociaux, est-ce que on en parle trop? Est-ce que quand
il arrive l'attentat. Je comprends qu'il y a des choses qui sont Sacrée grosses, bonne là, question. mais c'est incroyable. Et je suis la première à toujours regarder, là, je note. Oui. Mais je me pose la question. Et notamment à voir M. Berthomé qui en parle tout le temps à la télévision. M. Berthomé, est-ce qu'on en parle trop? Oui. J'ai une position quasi schizophrénique sur la question, oui. parce que j'en parle beaucoup à la télévision et je suis le premier à dire que la télévision en parle trop. Oui. Je pense surtout que la télévision en parle mal. C'est pas la question de trop en parler, parce que ce qu'on fait aujourd'hui, d'en discuter, d'essayer de décrypter, d'essayer de rendre les choses intelligibles, à mon avis, ça peut pas faire de mal. Par contre, rediffuser sans filtre des images de propagande qui ont été filmées par une organisation criminelle qui met des moyens techniques de haut niveau pour justement que ce message-là soit bien reçu chez nous, ça, à mon avis, ça pose un problème. Et malheureusement, je crie dans le désert depuis très longtemps à ce sujet-là, depuis mon premier livre en 2005, où je dis que les médias devraient... Je pense pas qu'on devrait prendre des mesures contre les médias, faut pas s'emballer là-dessus, mais il faut peut-être qu'il y ait des réflexions qui soient menées sur le fond quant à cette question-là, parce qu'aujourd'hui, il y a pratiquement plus de journalistes qui sont en Syrie ou en Irak. Il y a plus d'images indépendantes qui sont prises là-bas. Toutes les images qu'on diffuse, à 99%, c'est de la propagande. Et je faisais un parallèle qui évidemment est un peu audacieux. Est-ce qu'il serait venu à l'idée des médias anglais ou américains pendant la Seconde Guerre mondiale de diffuser la propagande nazie qui refaisait l'histoire de chacune des batailles où ils racontaient qu'ils gagnaient la bataille alors qu'ils étaient en train de les perdre? Bien entendu que non. Malheureusement, certains principes commerciaux ont pris le dessus, il faut l'admettre. Et pour ce qui est des réseaux sociaux, je pense que là aussi, c'est le business qui dicte sa loi, qu'il y a des jeunes qui se perdent dans les méandres des réseaux sociaux, qui sont récupérés avec un filet d'une immense taille par des organisations criminelles qui vont pêcher comme ça la masse des petits poissons qui sont sur la toile, qui vont en attraper quelques-uns, et de ces quelques-uns vont arriver à transformer l'un ou l'autre en agent du terrorisme. Parce qu'ils ils ont le choix. Parce qu'à la différence des forces de l'ordre et parce qu'à la différence de la société qui, comme le travail qui est mené dans les prisons, fait de la pêche à la ligne, l'expression est pas de moi mais je la trouve brillante, nous on fait de la pêche à la ligne pendant que les organisations criminelles font de la pêche au filet. Et pêche au filet, Donc on n'est pas à armes égales. Oui, Madame Kies, vous vouliez ajouter quelque chose là-dessus? Je pêche personne. Non, je voulais rebondir sur les décideurs publics. Alors par rapport à Monsieur Valls, effectivement, qui avait dit il y en a marre de la sociologie de l'excuse. Alors c'est très étonnant puisque Monsieur Valls, qui est donc Premier ministre, français. Oui. Et puis quelques semaines après, il m'avait invité à sa table avec d'autres collègues, sociologues, politologues. Donc il y a effectivement les décideurs publics qui parlent au peuple, à la société. Et puis derrière le rideau, ils font appel effectivement à des chercheurs. Quelquefois, ils les écoutent. Et puis quand il y a des événements très graves comme des attentats, eh bien on les oublie parce qu'on doit répondre rapidement, sans aucun recul, sans aucun temps pour la réflexion. Et on oublie tous les travaux précédents. Ça, on a vu ça notamment suite aux attentats de novembre 2015, c'est-à-dire que dès avril, le Premier ministre Valls propose de créer notamment un centre pour les retours de Syrie pour éviter de les mettre tous en prison, puisque on avait dit que c'était contre-productif, qu'il y avait différents profils, que beaucoup revenaient avec des traumas, etc., et qu'il fallait vraiment les gérer autrement. Et puis il y en avait plus de 300 qui attendent aussi le retour en Turquie, donc où les mettre, etc. Et puis il y a les attentats de novembre, et là on change complètement de politique et on annonce que ça ne va plus être un centre pour les retours de Syrie, mais un centre pour les signalés numéro vert que vous avez aussi, me semble-t-il, donc des jeunes qui seraient en voie de radicalisation. Donc si vous voulez, les décideurs écoutent. Ils écoutent d'autant plus qu'ils lancent aussi ce qu'on appelle des recherches-actions. C'est quelque chose de nouveau, c'est-à-dire que mettre au service finalement des institutions publiques, ce qu'on a fait notamment, la recherche que j'ai dirigée cette année pour le ministère de la Justice dans les prisons, c'était une recherche-action, c'est-à-dire une recherche purement opérationnelle, outiller les personnels, travailleurs sociaux, officiers de renseignement, etc., les aider, mettre au service des institutions un travail de recherche. Donc on est dans un paradoxe où finalement je ne sais pas trop quoi faire. Donc je réponds aux demandes publiques, mais effectivement, je crois qu'on est le politique est là pour faire des annonces et essayer d'adapter finalement le chercheur quand travaille sur le long terme. Le politique travaille sur le court terme. C'est ça, il faut qu'il réponde en direct à la télévision. Madame, vous intervenez, vous vous représentez. Merci. Awa Bokar, collaboratrice de la chaire en islam, pluralisme et globalisation. Je voulais juste dire en passant, Madame disait qu'on était en train de culpabiliser nous les Occidentaux.
Mais je crois que ceux qui sont culpabilisés, c'est les musulmans. On est pointé du doigt et les gens qui interviennent pour tuer, justement au Cameroun, au Nigeria, au Mali, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, c'est les musulmans qui sont affectés. Ne parlons pas d'ailleurs, je parle juste de l'Afrique, où il se passe aujourd'hui quelque chose d'horrible, parce qu'on a enlevé ces enfants. Pourtant, le Canada a envoyé des services secrets, les États-Unis ont envoyé, on n'a pas retrouvé. Aujourd'hui, on utilise ces enfants comme bombes. L'autre question, c'est qu'avec la résolution 1325 des Nations Unies, on avait dit d'associer les femmes à la prévention, à la déradicalisation. Et il n'y a pas meilleur que l'œil de la mère pour détecter le changement de son enfant. Est-ce qu'on utilise dans cette prévention du terrorisme, dans cette prévention de la violence, est-ce qu'on utilise suffisamment les femmes pour justement arrêter cette violence-là qui est mondialisée aujourd'hui? Merci beaucoup, madame. Alors, on s'en va déjà vers la fin de ce bar des sciences. Je vais demander à nos 3 personnes ressources de refaire leur petit résumé, leur dernier message, de peut-être répondre à des parties de questions qu'on vient de poser dernièrement. Alors, on va refaire le tour de table dans l'ordre de tout à l'heure. Donc, Stéphane Berthomet, analyste en affaires terroristes et sécurité, co-directeur de l'Observatoire sur la radicalisation à Montréal. Monsieur Berthomet, vos mots de conclusion? Radicalisation et l'extrémisme violent. Oui. L'aspect violent est important. Oui. Écoutez, on voit bien que c'est un débat compliqué. On voit bien que c'est un débat qui a de nombreux sous-débats et de nombreuses implications cachées. Moi, je regrette qu'il y ait certains domaines de la recherche qui ne soient pas assez associés à notre sujet. Par exemple, les neurosciences. L'Observatoire mène actuellement une recherche sur 96 cas public, c'est-à-dire c'est sur des données ouvertes, et sur ces 96 cas, on a déjà un résultat un peu préliminaire. Nous, on essaye d'étudier la différence entre les trajectoires et les profils. Oui. On se pose la question de savoir qu'est-ce qui est plus intéressant. Est-ce qu'il faut déterminer un profil ou est-ce qu'il faut déterminer une trajectoire? Et on se rend compte à l'étude qu'il y a rien de parfait, mais que la trajectoire démontre souvent une cassure, souvent un élément dans la vie des intéressés qui représente un point de rupture dans le parcours des individus. Ça n'explique pas tout, ça ne justifie absolument rien, évidemment, la loi reste la loi et elle doit s'appliquer, mais ça nous permet peut-être de comprendre aussi que ces individus-là, on a les moyens de comprendre en tout cas une partie du parcours, si ce n'est leur profil, puisque les profils, malheureusement, je crois qu'on pourra chercher pendant des années, on n'arrivera pas à identifier un profil type. Il y en aura beaucoup, effectivement, de profils. Merci Stéphane Berthomet. Aurélie Campana, titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les conflits et le terrorisme à l'Université Laval à Québec. Vos mots de conclusion? Oui, je rebondirais peut-être sur une question qui a été posée sur les femmes, parce qu'on a beaucoup parlé aujourd'hui de l'engagement radical des hommes, mais on a exclu de la réflexion finalement les femmes. Or, de tout temps, les femmes ont fait partie d'organisations terroristes. La première organisation infra-étatique considérée comme étant terroriste, elle date du 19e siècle en Russie. On l'appelait la volonté du peuple, Narodnaya Volia, et elle comptait dans ces cadres, parmi donc les leaders les plus importants, des femmes, alors qui n'ont pas commis directement des actions violentes, mais qui étaient en soutien logistique, qui contribuaient à l'élaboration de l'idéologie. Et on a tendance, quand on parle des femmes et qu'on les associe à la violence politique de manière générale, à considérer les femmes comme passives ou comme étant l'instrument des hommes, sous domination des hommes, ou alors agissant par motivation personnelle, souvent par vengeance. Or, j'ai mené une recherche sur les femmes kamikazes tchétchènes qui montre très bien que la plupart d'entre elles étaient motivées par les mêmes facteurs que les hommes. La situation peut être un petit peu différente dans le cas de Boko Haram, qui a enlevé des centaines de jeunes filles, qui les instrumentalise, qui souvent les pousse à agir. Et ce que l'on croient savoir, c'est que certaines d'entre elles ne savent même pas qu'elles vont se faire exploser. Elles transportent leurs explosifs et explosifs qui sont déclenchés à distance. Donc la situation est différente. Mais retenons cette idée que la radicalisation, employons ce mot parce qu'on n'a toujours pas d'autre, même si on a progressé dans la réflexion aujourd'hui, la radicalisation, elle touche les hommes, elle touche les femmes et elle touche les femmes de plus en plus jeunes. Merci beaucoup Aurélie Campana, et on termine avec Louisa Kies, donc du Centre d'analyse et d'intervention sociologique de l'École des hautes études en sciences sociales à Paris. Vos mots de conclusion, Madame Kies? On parlait des familles. Il y avait quelqu'un qui demandait pourquoi les femmes n'étaient pas assez impliquées dans la lutte contre la radicalisation.
c'est que le premier lieu, et je risque de me faire des ennemis, mais le premier lieu de radicalisation, ce n'est pas forcément la prison, c'est la famille, premier agent socialisateur, c'est important de le dire, on l'a vu en France avec Mera, on l'a vu dans les fratries tout simplement, hein, les derniers événements, que ce soit janvier ou novembre, ce sont des fratries, la famille est un lieu de radicalisation, premier agent socialisateur, l'école, rien n'est fait en tout cas en France par rapport à l'école, alors que c'est un des lieux principal de radicalisation depuis très longtemps. Donc la famille, oui, ça peut être un moyen de prévenir et de lutter contre la radicalisation, mais paradoxalement, c'est aussi ça dépend des familles. Par ailleurs, lors des retours de Syrie que j'ai pu rencontrer pendant 18 mois en prison, il s'est avéré que le rôle de la mère et l'absence du père étaient extrêmement flagrants. Donc même quand le père est présent dans la famille, il est absent. C'est-à-dire qu'il est là physiquement, il est absent. Le rôle de la mère, un rôle très possessif, généralement, il y a toujours des défaillances. On voit Stéphane parlait de rupture. Pour les femmes aussi, des études ont montré la question des viols, de l'inceste, pédophilie, extrêmement important aussi. Donc on est sur des parcours quand même de rupture. En prison, en général, quel que soit le détenu, ce sont souvent des parcours de rupture scolaire, rupture familiale, etc. Et donc, la radicalisation, pour prévenir la radicalisation, on va dire, de détenus de droit commun en prison, et c'est la particularité, contrairement à ce qu'on retrouve à l'extérieur, c'est de travailler sur les parcours de violence subis et ensuite le passage à l'acte violent. On a bien vu que ceux qui passent souvent en sortant de prison, qui n'arrivent pas forcément en prison pour des faits de terrorisme, mais qui en sortent et commettent des actes terroristes, ce sont souvent des parcours de violence. Eux-mêmes ont subi de la maltraitance au sein de leur famille et sont devenus auteurs de violence et mettent cette violence-là au service du sacré. C'est un peu la particularité de la radicalisation en prison. Eh bien, je vous remercie beaucoup, Madame Kies. Donc, je remercie nos 3 personnes ressources. Je remercie nos hôtes du bar Le Barouf. Je remercie le public de sa participation. Je remercie aussi le Consulat de France pour sa collaboration. Et je vous invite à une prochaine édition, éventuellement, du Bar des Sciences. Probablement ici au Barouf, parce que c'est un endroit qu'on aime beaucoup. Merci à vous. Au revoir et à la prochaine.